Marie-Ève, c'est enfin l'épisode numéro. Mon grand-père disait qu'on ne peut pas faire de vieux avec du neuf, mais on peut faire l'épisode 9. On a eu beaucoup de box, on a même eu la chance, mais j'ai eu la chance de te voir. Tu t'es déplacé et là, c'est le monde qui pense que tu n'es pas une passionnée. Toi, ça ne te fait pas peur de faire 10 heures de route pour venir assister au combat de Léla Baudouin. On va en parler aussi. On a la chance d'avoir beaucoup de combats de ce temps-ci, beaucoup d'actualités. Donc, l'épisode numéro 9, ça commence tout de suite. Oui, c'est ça, j'ai fait un peu de route. J'ai fait un peu de route parce que, tiens, je vais te mettre ça. C'est moi qui gère les bannières aujourd'hui, Laurent, pour la première fois. Mais j'ai fini avec toi, là, tu vas être clé en main. Je me suis pratiquée avec Kim Clavel l'autre fois en entrevue, là, mais là, c'est la première fois que je le fais à ta place. Hey, c'est excitant. On va commencer, on parlait de Léla Baudouin. Parlons de Léla Baudouin qui a remporté une victoire par décision unanime des juges. C'était son premier combat sur 6 rondes. Oui, puis c'était son premier combat depuis plus qu'un an aussi. Faut le dire, elle sortait d'une inactivité. On en avait parlé dans des autres épisodes qui sont allés lui chercher une adversaire, Monica Selene Alcala, qui avait une fiche gagnante et qui avait quand même fait certaines belles choses, qui avait une réputation d'être quand même une fille avec un certain talent. Et c'est un peu ce qu'on a vu. Hein. J'étais là, c'est pour ça que je me suis déplacée. J'ai choisi de me déplacer pour assister à ce grand retour de Léla Baudouin, une fille en qui je crois beaucoup. Je crois que quand on est jeune, Léla a quoi, 25 ans? Léla, c'est un enfant encore dans le monde de la boxe féminine. Quand on est jeune, qu'on a un promoteur, qu'on est bien entouré, puis qu'on a de la volonté, comme Léla a de la volonté, il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir parce que 25 ans, c'est jeune en boxe et je voulais voir Léla de retour. Alors, on se déplace au casino, à huis clos, pas de foule. C'était un petit peu différent, Ici, je dirais. en pleine tempête de neige, il fallait se stationner à des endroits précis. Mais moi, je veux tout de suite, avant là, de te laisser aller dans ta grande analyse du combat, je veux parler de la pesée. Léla a pris un peu le monde en surprise. Quel physique qu'elle nous a présenté. On a vu que les 13 derniers mois, pendant que moi, je mangeais des gâteries chez nous à attendre que la pandémie passe, Léla ouvrait et fermait le gym grâce à son privilège d'athlète professionnel, un physique affûté, transformé, une nouvelle Léla. Et je te le dis tout de suite, elle a manqué un peu d'énergie au 5e, 6e round. Et la question a été posée à Marie-Ève Dicker au 91-9 et lui ont dit, est-ce que c'est une question de l'entraînement physique qui fait... Et Marie-Ève, elle a dit, pas du tout. Léla, tu es au sommet de sa forme. Ce qui arrive, c'est le stress, les lumières. Des fois, quand ça fait longtemps, on dirait le stress va te rentrer dans les jambes, puis même si ton entraînement est parfait, elle dit, il n'y en a pas de problème, elle va gérer ça, puis la prochaine fois, elle va faire son 6 rondes, une main attachée dans le dos. C'est ce que je pense aussi. Je l'ai vu, là, elle a fait 130, hein, elle a pesé pile. Moi, je lui demandais tout le temps, moi, des messages, comment ça va, la coupe de poids, puis elle me disait, ça va bien, ça va bien. Elle est arrivée, elle a fait son 130. Dans la même journée, avec la réhydratation, là, elle n'était plus à 130, là. Je peux te le dire, là. Quand on a vu Léla le lendemain, c'était une fille réhydratée, puis vraiment, vraiment massive. Elle a annoncé 138, je pense, sur ses médias sociaux. Oui, c'est ça. Mais je pense quelques heures après, avec la réhydratation, elle était à 138 ou 137 points quelque chose. On a vu une Léla qui était prête à faire face à une Mexicaine, une pressure fighter qui allait avancer sur elle, qui a clairement pratiqué ça. Effectivement, comme tu dis, elle a fait 4 rounds très intéressants, les 4 premiers. 2 rounds, je dirais pas qu'ils sont pas intéressants, mais où elle était un petit peu plus en difficulté dans 2 rounds. Moi, quand je lui ai parlé après le combat, elle me disait, j'aurais peut-être pas dû, là, dans les derniers rounds, échanger coup pour coup avec l'adversaire. Ça l'a sorti un peu de son plan de match. C'était pas ça le plan, puis c'est ça. Elle est embarquée un peu dans cette histoire-là d'échanger coup pour coup. Donc, elle est très lucide quand même, Léla. Et bon, c'était pas on va emprunter l'expression anglaise, c'était pas une promenade au parc, hein, quand même. Ça reste que c'était une adversaire solide pour un retour. Et les 4 premiers rounds, même si on les a donnés à Léla,
chacune ont eu leur bon moment. Là. Il y a eu ce combat où il va y avoir beaucoup d'apprentissage pour Leila. Ça va être très instructif pour elle de le voir et le revoir et le re-revoir pour retourner au gym, travailler, peaufiner, améliorer des choses. Effectivement, elle a manqué de jus à la fin un peu, probablement en échangeant coup pour coup, probablement avec le stress aussi. Mais moi, j'ai trouvé, somme toute, que c'était une très bonne performance pour un retour. Elle l'a montré en prenant une fille qui n'était pas un tune-up fight, qui était une fille qui était quand même solide, qu'elle n'avait pas peur des défis, puis qui était là pour les choses sérieuses. Chapeau à elle. Déjà, je ne sais pas si tu t'as remarqué, Laurent, mais on devrait la voir bientôt parce qu'elle a publié qu'elle se battait bientôt. Moi, je dirais peut-être 26 mars en sous-carte de Chris Mbili. C'est pas annoncé. 26 mars, c'est quand même de bonheur, mais souvent, si tu es capable à cet âge-là, quand tu es jeune, tu peux faire le poids peut-être plus rapidement, 2 coupes de poids. Tant mieux, ça revient quand tu es déjà au mois de mars. Peut-être pas non plus. Moi, je spécule, mais c'est comme moi, j'aimerais la voir rapidement. C'est ça. Ça peut revenir en avril ou en mai. Eye of the Tiger, quand ils ouvrent la machine, des cartes, ils vont t'en faire sur un moyen temps. Ce que j'ai apprécié, moi, de Leila, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux, la base. Je trouvais que, surtout en début de combat, quand l'énergie était dans le plafond, moi, j'aime, puis Kim Clavel, c'est l'expert pour faire ça, rentrer un peu à l'intérieur, lancer le 1-2, et là, quand l'adversaire a comme décidé qu'il t'avait timé, mais tu n'es plus là. Tu sais, Léla, elle rentrait 1-2, elle sortait. Là, l'adversaire était comme, oh, je ne peux pas la pogner en contre-attaque. Elle gérait parfaitement la distance, parfaitement son 1-2, était agressive. Et là, quand elle est arrivée au 5e, elle manquait un peu d'énergie. Mais as-tu remarqué que ça a été la même chose un peu pour Marie-Pierre Roule? C'est possiblement que c'est pas un passage à vide, mais c'est le stress, comme Marie-Ève Dicker avait mentionné, et l'inactivité. Mais ça, c'est fini. Là. Le combat de retour, il est fait. Probablement que le deuxième 6 rondes, autant pour une que pour l'autre, parce que les deux, le reste comme un dernier 6 peut-être, ça va aller beaucoup mieux. Puis, elle est là. Elle a pris un adversaire difficile, puis on peut peut-être à 1 ou 2 victoires de même pouvoir rêver d'être classé. Là, ça va vite en boxe féminine. Ça va vite. Il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. On sait qu'elle n'est pas 100% dédiée à la boxe. Elle travaille, elle va à l'école. Il faut être... il va falloir avoir un bon plan. J'imagine qu'elle va s'asseoir à un moment donné avec Mark Ramsey, avec l'équipe d'Eye of the Tiger, puis qu'ils vont lui expliquer un peu plus la vision qu'ils ont pour elle. Mais à 25 ans, on n'est pas pressé non plus. On peut prendre le temps de bien faire les choses. On lui donnait 3-4 combats par année, même 4 combats par année, 1 par saison serait l'idéal pour elle. Après ça, bien la positionner, peaufiner les détails pour que dans 2 ans, peut-être, elle soit vraiment rendue à peut-être avoir un combat éliminatoire ou un combat de championnat, puis qu'elle soit bien classée. On n'est pas obligé d'aller vite. C'est une fille qui est toute jeune. Il faut faire attention à ces perles rares-là. Elle a déjà eu des appels, elle pourrait servir dans un camp d'entraînement pour une championne du monde, puis apprendre beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'options devant elle, et même apprendre et être payé pour ça, c'est pas pire. Leila a un bon réseau de contacts. C'est très important de le mentionner. Ça ne paraît pas toujours, parce que ça, c'est tout en arrière que ça se fait. Mais Leila est bien positionnée, elle, avec son réseau de contacts, pour aller chercher du bon sparring, entre autres. Alors, là, il y a des gens qui ont vu ce combat-là et étaient peut-être surpris de voir que c'était quand même des rounds serrés. Hein. Moi, j'avais la même carte que les 3 juges. J'ai donné 4 rounds à Leila, les 4 premiers. 2 rounds, moi, j'ai donné les 2 derniers à la Mexicaine. Il y a certains rounds qui auraient peut-être pu aller d'un côté comme de l'autre. Ça dépend toujours, mais moi, j'ai vu clairement 4 rounds. 4-2. Et c'est parce que peut-être que les gens s'attendaient à une dominance totale de Leila. C'était pas ça le but ici.
On n'est pas allé chercher une fille qui avait une fiche faible et qui, pour bien faire paraître Layla, on est allé chercher une fille pour faire travailler Layla et l'amener plus loin. Moi, c'est ça que j'ai aimé ici de elle. Moi, j'ai trouvé que le défi est 100% relevé. Déjà, tout de suite après, le post-mortem était commencé de son côté. Elle savait déjà où elle avait eu des petites lacunes. Le travail reprend cette semaine dans le gym. Bientôt, elle va se rebattre. Let's go. Je trouve parfait. C'était un bon retour. Moi, je suis très satisfaite de ça. J'étais très privilégiée d'être là live. Moi, je vais le dire comme expert boxe, Layla a gagné le combat au juge. Puis ceux qui ont vu d'autres choses, s'il y avait du sable dans les yeux. On amène un autre sujet, tiens. Marie-Pierre Roule gagne contre Yamila Esther Reynoso et se pointe le nez dans le top 10 BoxRec. Yamila Esther Reynoso, je vais te faire un beau préambule, c'était pas le premier choix. Pourquoi? Non. Parce qu'elle demandait plus d'argent que les autres, parce qu'elle a les comparables et elle est au courant de tout ça. Donc, c'était... Puis elle ne voulait pas nécessairement venir. Après quelques refus, après des adversaires qui ont changé, Yvon Michel a sorti quelques dollars de plus pour la convaincre. Et là, on avait une fille en Reynoso qui est classée 9e au monde dans sa catégorie de poids, qui vient ici avec des gros comparables. À son dernier combat, elle avait été plus que compétitive contre Bustos. Si vous vous en souvenez, Bustos allait se battre en combat d'aspirant obligatoire contre Camara avant que tout tombe à l'eau. Donc, on parle de Marie-Pierre. Les choses vont vite. Puis en battant Reynoso, je veux dire qu'elle a quasiment le pied dans l'engrenage d'un top 5. Puis je ne sais pas si tu le sais, il y a 4 championnes par catégorie. Ça prend 4 aspirantes. Fait que si je sais compter, ça fait 8. Quand tu es rendu classé 7e, ça peut débouler très vite. Pour moi, on va se ramasser. Si j'étais le clan de Marie-Pierre Roule, je surveillerais les courriels parce que les offres vont rentrer. Il va se passer des affaires dans les 147 livres cette année en plus. Le timing est parfait, Laurent. Il est parfait. Marie-Pierre est arrivée, elle-même disait qu'elle n'était peut-être pas la favorite. Moi, je pense qu'elle n'était pas si défavorisée que ça parce que c'était quand même sa catégorie de poids de prédilection, ce qui n'est pas le cas pour Reynoso. Reynoso, elle a fait plein de catégories. Hein. Plus légère, plus lourde. Par contre, c'est sûr que celle qui était classée, c'était l'autre. On va se le dire, on ne peut pas mentir. La classée, c'était Reynoso. La fille qui avait fait 10 rounds complets contre Amanda Serrano, ce qui est très rare, déjà en partant, contre Layla McCarter, contre d'autres filles du genre. Contre Dicker, c'est Reynoso. Donc, Reynoso qui est habitué de faire du 10 rounds et de les faire jusqu'au bout. Marie-Pierre, qui n'était pas nécessairement... Là, on était sur du 6 rounds. On ramène une Reynoso qui a du gaz en masse pour 10 rounds sur du 6 rounds. Il fallait s'attendre à ce que la fille elle soit en forme pendant 6 rounds, là, qu'elle se donne. Là. Elle était capable en masse de le faire. Moi, j'ai trouvé que Marie-Pierre avait beaucoup de résilience. J'ai trouvé que Marie-Pierre elle a montré une belle adaptabilité pendant ce combat-là parce que ça n'a pas été facile. Elle le dit à plusieurs journalistes, elle me le dit à moi aussi. Elle avait un plan de match qui était travailler en angle, travailler en vitesse sur ses pieds. Ouais, elle a parlé d'angle et de mobilité, puis elle a dit c'est ça qui est parti en premier quand j'ai commencé à être fatigué, mais moi, j'aurais aimé ça que tu sois là, OK? C'est ce que je vais te dire pourquoi. Au gala d'Eye of the Tiger, on était dans des petites bulles plus loin. Tu étais avec moi. Au gala de groupe Yvon Michel, il avait mis une table et je te dis, je pouvais toucher aux hommes de coin. Mais il y avait le tiers du monde du gala d'Eye of the Tiger. C'était plus un vrai huis clos. Okay? Un vrai huis clos. Il n'y avait pas d'invités spéciaux. Là. Mais Sébastien Gauthier, là, on entendait tout ce qu'il disait, puis il est vocal. Puis c'était incroyable de voir Gauthier dans le coin dire « Marie, 1-2, Marie, 1-2. » Puis là, elle se voyait gauche-droite. Puis elle disait « Double ton jab, descends au corps. » Et elle faisait à merveille ce qui était demandé, mais c'est que ça fonctionnait. C'était de voir Sébastien Gauthier qui, lui, voyait « OK, s'il y a l'ouverture au corps quand le jab passe, il communiquait, ça rentrait direct. » L'avantage d'avoir un entraîneur qui était vraiment compétent dans ce combat-là, on va lui lancer des fleurs. Oui. Et à partir du 5e round, quand Marie a commencé à être plus fatiguée,
c'est là que Gauthier a arrêté de lancer autant de consignes parce que de toute façon, il s'est dit, elle est fatiguée, elle ne va peut-être pas les entendre ou les suivre. Mais j'ai trouvé qu'il y a une communion entre les deux qui me rappelle Arnois et Dicker qui, en communion, sont rendus en championnat du monde. Et là, je me dis, Gauthier et Hull, il se passe quelque chose. Là. Ils sont sur la même longueur d'onde. Mais là, moi, je vais mettre en anglais, il dit, je vais lancer de la bouette dans le ventilateur. Là. J'espère que tu es prête. Parce que là, je lance une idée, puis tu vas l'entendre parler dans 2 ans, ça va être partout. Mais moi, je suis le premier à lancer des idées. Je n'ai pas attendu 14 ans, moi, pour avoir Pascal contre Luciane Boutet. Je le voulais de bonne heure. Si Yamila Esther Reynoso, à 21 ans, elle a gagné 2 rondes sur 10 contre Marie-Ève Dicker. Et là, quand elle en gagne 1 sur 6 contre Marie-Pierre Roule, on sait que Dicker peut faire 147. C'est quoi la différence entre Marie-Ève Dicker et Marie-Pierre Roule qu'on ne veut pas mettre ensemble dans la même phrase? Je veux dire, moi, si j'étais Marie-Ève Dicker puis Marie-Pierre Roule, j'arrêterais d'être amie. Parce que je me demande si dans 2 ans, ils vont être obligés de s'affronter. Parce que Marie-Pierre Roule a des qualités qui fait qu'elle peut aller face à l'élite. Elle est très forte physiquement, c'est un train. Elle frappe fort. Moi, si j'étais Marie-Pierre, là, j'arrêterais de m'installer comme second violon, puis je me dirais, arrêtez d'être fine avec tout le monde parce qu'il y en a qui sont peut-être sur mon chemin. Les deux veulent la même chose. Dicker, Hull veulent la même chose. À un moment donné, il y aura peut-être une obligation de s'affronter, puis je rajouterais même Mary Spencer dans l'équation. Je dis 2 ans. Je ne veux pas s'affronter pour s'affronter présentement. Non, mais rajoute Mary Spencer dans l'équation. À un moment donné, il va y avoir un bouchon de filles qui vivent au Québec dans le top 10 ou au proche du top 10, puis il va peut-être falloir qu'il y ait une forme de discrimination, là, qu'il y en ait une qui ressorte du lot. Alors, comme tu dis, on ne peut pas s'éviter pour toujours. Faut commencer à y penser, même si ce n'est pas tout de suite. Moi, ça m'énerve ça quand le monde sont trop amis. Là. Je veux dire, comme dirait mon ami Gaétan Hart, il y a un steak dans l'assiette, tout le monde a faim. Là. Arrêtez de faire croire qu'il y a de la viande pour tout le monde. Là. À un moment donné, il va peut-être falloir que les deux s'affrontent. Arrêtez de vous faire de la belle façon. Il y a un potin qui touche pas Marie-Pierre directement, mais indirectement. Tu te rappelles l'adversaire qu'elle devait avoir, Simone Aparecida da Silva? C'était elle qui avait été pressentie à l'origine, puis ça a changé pour Reynoso à la suite d'une incartade de da Silva en MMA où elle s'est fait knocker à 3 semaines d'avis, peut-être du combat, ou 1 mois d'avis. Ben, imagine-toi donc cette fille-là, elle s'est battue quand même hier au Texas. Simone Aparecida da Silva, elle a perdu contre une fille qui s'appelle Pink Tyson, qu'on a vu se battre il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois de ça, contre Carla Torres aux États-Unis, peut-être le 29 janvier dernier. Ouais. Pink Tyson s'était très mal battue, puis on avait vu toutes ses lacunes dans le combat de Tulsa. Puis là, elle est allée battre Simone Aparecida da Silva, mais de façon convaincante. C'est la même Pink Tyson qu'il y a 1 mois. Là. Donc, l'adversaire, Reynoso, qu'on a eu, c'est là qu'on voit que c'est 1000 fois meilleur que ce qu'on devait avoir avec Aparecida da Silva. Là. C'était vraiment un mal pour un bien. Est-ce que c'est parce que les clans sont trop conservateurs? Parce que quand tu y penses, si c'était Aparecida qui était le choix devant Reynoso, il n'y avait aucun problème à envoyer Hull contre Reynoso et c'est 5 fois plus payant au niveau de la visibilité internationale, au niveau des classements. Tu sais, est-ce que si tu avais affronté Aparecida, il y aurait eu des gens comme moi pour dire « Ah, viens les 118 là, contre Reynoso ». Je suis allé au podcast Le Compte de 8, puis j'ai dit à tout le monde à quel point c'était un vrai défi. Oui. Yvon Michel a déclaré le lendemain de la victoire au 91-9 aussi, il a dit « Moi, j'étais surpris qu'on amène cette fille-là, puis que ce soit accepté. » Je regardais les comparables, je regardais les combats, puis je me disais « Ça va vite, mais tant mieux, moi, je suis promoteur, je veux que ça aille vite. » Fait que tout le monde était un peu comme... C'était prendre 2 marches, puis elle a admirablement réussi. Elle a fait taire ses détracteurs, ceux qui disaient qu'elle ne sera jamais prête à revenir parce que tout ce qui s'est passé au mois d'août. Puis il y en a qui doutaient tout le temps de sa parole, mais c'est elle qui le sait. C'est elle qui le sait. Mais Marie, je m'occupe plus de la boxe que de m'occuper de... Oui, c'est arrivé, mais moi, je parle niveau boxe. Dans la tête de beaucoup d'experts, puis même de gens qui gravitent autour du groupe Yvon Michel, on la voyait comme une fille qui était sur la scène nationale. On la voyait
pas sortir du Canada. Et là, en battant Reynoso, tout le monde a fait comme wow, elle a fait la même chose que. Elle a fait la même chose que Dicard Pinemus. Dicard Pinemus, il multiplie les championnats du monde. On va en parler tantôt pour. On va en parler tantôt. Moi, ce que je souhaite à Marie-Pierre, puis groupe Yvon Michel, c'est de faire vraiment un bon plan maintenant pour les 12 prochains mois. Là, on sait, elle se bat le 25 mars à Trois-Rivières, adversaire à déterminer. Bon, on ne sait pas qui ça va être, mais mettons d'ici décembre. Il y a des filles qu'on peut aller chercher qui sont intéressantes. Il y a Candy Wyatt qui devait être son adversaire au mois de décembre, puis ça ne s'est pas fait. Candy Wyatt qui est classée son box streak juste au-dessus de Marie-Pierre, ça serait vraiment un super combat à avoir. C'est une Canadienne, donc ça se peut s'organiser quand même de façon plus simple, je dirais, qu'avec des étrangères. J'ai aussi, moi, c'est Victoria Noelia Bustos que j'aimerais aller chercher aussi plus tard, peut-être. Victoria Noelia Bustos, qui est super classée et qui accepte tous les défis ou presque. Elle a peur de rien. Elle ne protège pas sa fiche. Et c'est une fille, battre une fille comme ça serait payant. Mais on commence, mettons, peut-être prochain combat, après ça, Wyatt. Moi, je vais t'en nommer une, mais je vais être plus conservateur, mais moi, je verrais une Maria Lindbergh venir faire une finale. Et je sais qu'elle est rendue âgée, mais je dis, elle est encore dans le championnat du monde le mois passé. Non, lâche pas avec Maria Lindbergh, là, elle est trop vieille. Non, mais tu sais comment fonctionne la boxe. C'est disponible, puis ils sont rendus à 9 téléphones, puis que la date est dans le béton. Mais ça serait acceptable. Ça serait acceptable pareil. Je te le donne, ça serait acceptable. Mon choix numéro 1, puis c'est parce que c'est une fille qui est en shape, qui est grande, mais qui je la trouve sympathique. Là. Sa gestion des médias sociaux est incroyable, mais sur le ring, elle ne me dit rien. Alessandra Ayala, moi, c'était mon choix numéro 1 parce qu'elle a fait 2 fois la finale, 2 fois la limite avec Marie-Ève Dicker. Je la voyais revenir contre Marie-Pierre Roule et continuer cette. Tu sais, veut pas, là, Reynoso, elle a affronté Dicker, là, t'amènes l'autre, tu sais. Des comparables, tu vas chercher des comparables. Le groupe à Marie-Pierre Roule pige dans les adversaires de Marie-Ève Dicker, mais n'ont pas de visée sur Marie-Ève Dicker. Moi, ça, je crois pas ça. Hein? Ça va changer, ça va changer. Hey, on change de sujet, on va parler de ta préf, Martine Vallière, Bisson, qui va être la carte du 3 mars de Eye of the Tiger Management. Qu'est-ce que tu penses de son adversaire? Écoute, on vient de parler là, de Marie-Pierre Roule, le matchmaker me disait, je pense qu'on a fait 14 téléphones, puis on a eu 11 refus, une non vaccinée, puis une que le visa ne fonctionnait pas avant de retourner vers Yamila, puis d'allonger la bourse. Martine était supposée affronter, on a vu le nom passer sur Punching Grace, le nom est encore là, une fille qui s'appelait Enna Maltos. On a vu une Yolanda qui était 5-0. Tu sais, Martine, je ne sais pas à quel point on a. Bon, je vais dévoiler des choses, puis au pire, elle va être fâchée après moi, mais je pense que je ne vais rien dire de grave. Elle avait une liste de 5 noms là, qu'elle pouvait affronter, puis ils ont dit qui tu vas affronter. Elle a fouillé, elle a pris celle qui était la plus forte. Toutes les autres auraient dit la plus forte, je l'élimine. Martine a dit amenez-moi la plus forte. Fait que c'est comme ça qu'elle voit le reste de sa carrière. Puis elle est prête à tous les défis parce qu'elle est en camp d'entraînement sans arrêt. C'est ça que j'allais dire. Puis elle n'arrête jamais. Elle a dit oui, mais je veux me rendre là, puis j'attends les opportunités, puis je vais m'arranger pour ne jamais les refuser. Ça veut dire être en shape 12 mois par année, être tout le temps prête à monter dans le ring, puis après ça, elle attend que le téléphone sonne. Là, elle va affronter Milagros Hernandez González, une fille de 0-1 qui n'a pas beaucoup d'expérience, sincèrement. C'est le choix de dernière minute. On va se le dire. Il y avait des oui, puis après ça, des non, puis des oui, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et c'est cette fille-là qui a accepté. Ça a été sanctionné sur du 4 rounds plutôt que du 6, comme c'était prévu à l'origine, parce qu'elle n'a pas d'expérience, l'autre, l'adversaire. Donc, il faut quand même... Donc, la régie préfère, en tout cas, ils vont plus safe avec un 4 rounds. Ça reste que, contre une... Tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Tu as un adversaire qui est peut-être moins étoffé que prévu. Ça peut être moins motivant, mais ça ne veut pas dire que ça ne donnera pas un bon show. Ça dépend comment Martine va boxer. Martine, là, ici, elle a l'amplitude de pouvoir pratiquer tout ce qu'elle veut pratiquer. C'est sûr qu'elle n'est pas obligée de viser le knockout non plus. Elle peut utiliser ce combat-là vraiment pour mettre en lumière, mettre en valeur toutes ses qualités pugilistiques. Tu sais, elle peut faire ça. Mais Martine est en mission, elle n'est même pas...
sais, je pense que l'important, c'est pas qui est devant elle, c'est plus où elle veut se rendre. Puis là, tantôt, je parlais de Mary Spencer qui a affronté des filles avec des fiches épouvantables puis qui est classée. Et Martine est consciente que ça rajoute une victoire à sa fiche, ben, ça fait un pointage sur BoxRec, ça fait des associations qui vont peut-être la classer. Elle, comme indépendante aussi, elle n'a pas vraiment le luxe de dire oui, non, reporter elle a un combat, elle le prend, elle fait son travail, elle s'en va travailler jeudi prochain que sa boîte à lunch. C'est pas, il n'y a pas le temps de faire la fine bouche. Là. Elle ne déçoit pas, Martine, par exemple. Quand elle a une opportunité de boxer sur une carte, elle se donne, elle fait des bons knockouts, elle fait des belles performances quand elle se rend jusqu'à jamais. Regarde les 2 dernières semaines, on s'est pointé au casino, on n'a eu que des bons combats, on a eu que des combats qui étaient intelligents dans la progression des boxeurs. On ne sait jamais, la fille qui vient contre elle peut arriver ici et être bonne aussi. Là. Je veux dire, BoxRec a ses limites. Il faut arrêter de regarder BoxRec. On verra ce qui va se passer dans le ring, mais Martine, elle prend son adversaire très au sérieux puis elle va amener la meilleure version d'elle-même dans le ring. C'est pas le temps d'improviser parce que tu penses que la fille est moins bonne à cause de BoxRec. En tout cas, elle était contente d'avoir son combat parce que ça reste que c'est de l'insécurité quand tu as tout le temps des désistements. Moi, je trouve que bravo à Eye of the Tiger d'avoir travaillé vraiment fort là, pour trouver une adversaire. Les matchmakers, on pense que c'est une job facile. C'est vraiment pas facile, là, le travail de matchmaker. Là. Moi, je le ferais pas, en tout cas. Il y a plein de choses, il y a de la négociation. Tu serais bonne comme matchmaker? Je serais bonne, mais je ne sais pas, je n'ai pas les reins assez solides pour ça. Je trouve ça très, très intense, le travail de matchmaking. Je vais laisser le travail aux autres. Ça reste qu'ils ont fait un effort pour la garder sur la carte. Ça aurait été facile, vu qu'elle est indépendante, de la flusher. Hein, de dire, tu t'en vas, toi, on a une belle carte en plus, la carte est pleine. Ils ont rajouté Claggett sur cette carte-là. Il y a vraiment une super belle carte. Il aurait pu juste dire, Martine, désolée, on n'investit pas de temps pour toi, mais ils l'ont fait pareil. Marie, je ne sais pas à quel point les promoteurs ils voient loin comme ça, mais l'impression que j'ai, puis ils vont être contents, l'impression que j'ai, c'est que le show qu'elle a fait au Mexique, Martine, où elle avait déboursé d'elle-même, elle s'est ramassée sur Punching Grace, puis ça leur a permis d'avoir du contenu parce qu'il restait juste 3 combats, puis tout s'est fini de bonne heure. Fait qu'il y avait Martine comme contenu. Elle a fait son entrevue. Ils ont passé ça à peu près 2000 fois à TVA Sport en reprise. Fait que je pense qu'ils ont eu cette reconnaissance-là de regarde, on a eu 3 combats sur 6 qui sont tombés à l'eau au Mexique. Tu nous as permis de t'avoir comme contenu, d'aller en entrevue à TVA Sport. Et là, regarde, on va t'en redonner. Puis t'en redonner, c'est on t'a mis sur une carte à Québec, puis là, on te met sur la carte ici. À Québec, elle a livré la marchandise solide. Là. Tu sais, elle déçoit jamais le promoteur qui lui donne sa chance. Alors, je suis bien contente. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ne me déplace pas pour ce gars-là. C'est très compliqué pour moi présentement d'aller à toutes les semaines. C'est ça que ça sert, Punching Grace. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai Punching Grace. Alors, je vais regarder ça et je vais commenter tout ça avec grand plaisir. C'est une belle opportunité. Puis, je suis vraiment contente que Martine puisse avoir cette tribune-là. Ça va être bien. Oui, puis s'il y a des commanditaires à l'écoute qui veulent commanditer quelqu'un qui ne vous fera pas honte, écrivez à Martine Vallière-Bisson en privé. Oui, vraiment, là, elle mérite. Ensuite, on va parler de... J'avais hâte à ce sujet-là. Il y en a-tu de la boxe au mois de mars? Hein? C'est incroyable. Là, en attendant son combat de championnat, Kim Clavel va se remonter sur le ring le 11 mars prochain. Et moi, je te fais le préambule. Après ça, arrange-toi avec mes commentaires. S'il y a la Hongrie pour les hommes, il y a la Bolivie pour les filles. L'adversaire de Kim Clavel, pour moi, c'est du génie de matchmaking. Moi, je suis sûr, le matchmaker, puis le matchmaker, c'est un ami proche. Là. Il me le dira, Laurent, tu es complètement à côté de la traque. Là. Mais la fille, elle a 11 victoires, 6 défaites. C'est 11 victoires, 9 adversaires qui étaient à leur début pro, 2 filles qui n'ont jamais gagné un combat dans un ring. Moi, je suis certain que le matchmaker, il se prend une feuille, il écrit des noms, après ça, il communique.
Et l'objectif premier, c'est d'aller chercher une fiche qui paraît bien pour le pamphlet que tu vas donner au monde dans l'entrée au casino, mais qui n'est pas dangereuse parce que le combat de championnat du monde, il est déjà dans la poche. On ne s'en va pas là se faire couper ou se faire surprendre. L'adversaire est tout croche. Elle n'a pas d'affaire dans le même ring que Kim Clavel. Vous allez avoir votre réponse le 11 mars au soir. Puis si j'ai tort, sortez l'extrait, faites-les jouer partout, m'en l'air fou. Elle va se battre contre la Bolivienne, comme tu dis, Mariela Ribera Valverde. C'est un combat de remise pour la garder active. C'est un combat, on sait que Kim revient de blessure. On sait qu'il y a un combat de championnat en poche au mois de mai, fort probablement ici au Québec, avec Yesenia Gomez. Ça, c'est coulé dans le béton. Alors, 8 mai, ils vont pas mal sortir la date cette semaine. Oui, 8 mai, ça fait du sens. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu as le choix. Soit tu laisses Kim inactive jusqu'au 8 mai, mais il ne faut pas oublier qu'elle a juste boxé au mois d'août la dernière fois. Là. Ça fait longtemps. Puis c'est difficile quand tu ressors de blessure comme ça, t'en aller direct en championnat du monde. Moi, je suis pas bien pour ça. Je vais te laisser aller, mais juste avant, je vais rajouter sur tout mon speech de négativité. Le promoteur, puis du côté de Kim Clavel, on n'a pas fait à croire, par exemple, qu'on avait. Ils ont joué franc jeu, puis on dit on a d'autres combats dans la soirée. Fait que il faut que je dise que l'adversaire est tout croche, mais ils ne nous ont pas rien vendu. Là. Il n'y a personne qui bullshit personne ici. J'ai reçu Kim il y a peut-être 2 semaines. On a jasé boxe, puis on a parlé de ce combat-là et de l'autre qui allait venir après. Et elle me l'a dit d'emblée. Elle dit, moi, je lui ai dit, c'est pas de calibre champion du monde. Là. Elle dit non. Elle dit, elle dit, je suis consciente qu'elle a affronté pratiquement personne, sauf que ça reste qu'elle a des knockouts. Donc, elle a une certaine puissance. Oui, elle a des knockouts contre des filles qui ont en début pro. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que cette fille-là a 0 puissance. Ça reste une fille qui est athlétique. Ça reste une fille qui est quand même en shape physiquement. Là, on ne verra pas arriver quelqu'un qui est en dehors de sa shape. Alors, pour Kim, c'est bien. Ça va la garder active. Ça va permettre de montrer ou de faire un bon spectacle aussi. Ça va permettre de la remettre dans un ring. J'appelle ça tester sa blessure. Elle la teste déjà en sparring. Elle fait du bon sparring, Kim, ces temps-ci. Hein. Elle en a fait avec plein de monde. On l'a fait avec Couillard, dernièrement. Un secret pour toi. Ah ouais. J'ai parlé à des gens. Puis tu sais, quand on est allé voir Kim Clavel au mois d'août l'année passée, elle sortait de Big Brother. Ouais. Il a fallu qu'elle revienne au niveau. Puis elle nous a tous jetés à terre par sa performance. Puis c'était le combat de la soirée. Mais là, il n'y a pas de Big Brother là, dans les derniers mois. Là. Et là, j'ai parlé à des filles qui mettent les gants avec elles, qui demandent l'anonymat total, OK? Mais ils m'ont dit, là, à un moment, là, je les ai mis les gants en juillet dernier avec Kim. Je viens de les remettre un matin, là. Puis ils m'ont dit, on est ailleurs complètement. Elle dit, vous pensiez déjà qu'elle était super haute en nous l'année passée parce qu'elle est allée chercher d'autres coches de plus. Puis c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Les boxeurs qui sont des travailleurs à temps plein, comme Kim l'a été pendant la pandémie, à partir du moment où ils obtiennent assez de commandites pour passer à l'autre étape de ne plus travailler, ils vont chercher une coche de plus. Et il paraît, selon mes espions, que Kim est allé chercher une solide coche, puis qu'on va être encore plus impressionné qu'en août dernier sur ce qu'elle est capable de faire dans un ring de boxe. Ça veut tout dire. Moi, je m'attends vraiment à une belle performance au mois de mai, mais avant ça, c'est une très bonne idée d'y donner un petit combat, pas trop compliqué, c'est simplement pour garder les repères aussi. On le sait, plus ça prend du temps, plus ton stress est à la mauvaise place, qu'il y a une plus grande gestion de tout ce qui est autour de la performance. Alors, en remettant Kim dans ses repères tout de suite, elle n'aura pas à faire cette adaptation-là quand elle va arriver dans son combat de championnat. Elle va pouvoir vraiment juste focaliser sur ce qu'elle a à faire et pas gérer les petits papillons parce qu'on le sait, Leila, Marie-Pierre, les deux, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de combat et les deux ont senti des petits papillons. Hein. Il y a eu une gestion de la fatigue, il y a eu une gestion Les deux ont eu une gestion à faire et ça, c'est l'expérience. Mais tu sais, comme Dicker te le disait, à l'inactivité, ça paraît à un moment donné. Aussi bien apprendre des deux autres cas. Comment tu as trouvé Yesenia Gomez? Elle s'est rebattue entre-temps. Comment tu l'as trouvé? Est-ce qu'elle
est-ce qu'elle est à un bon niveau ou c'est Kim va marcher dessus? Yesenia Gomez, c'est une personne qui est très en forme. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle a demandé un report au clan Clavel, mais on ne l'a pas vu tout de suite partir en camp d'entraînement. On l'a vu faire des voyages, manger du gâteau, boire de l'alcool, fêter sa fête. Hein. Ça a pris... Tu es en train de raconter mon mois de vacances. Oui, ben c'est ça. Ben, elle a pris quand même un petit 2-3 semaines de vacances à partir du moment où on a su que ce combat-là allait être reporté au mois de mai. Et là, on la voyait en voyage en Colombie avec ses amis pour fêter sa fête dans les jets privés puis tout, la belle vie. Là, elle vient de commencer son camp d'entraînement et elle a quand même fait des abus avant. Donc, je ne crois pas qu'elle est au même niveau de physique, le côté forme physique, elle est loin d'être au même niveau que Kim présentement. Alors ça va peut-être la rattraper, même si elle est capable d'aller chercher un bon 8 semaines de camp d'entraînement à Mexico en altitude. Ça reste que quand tu as fait des abus avant, puis elle aussi, elle s'est battue, mais elle s'est battue contre une fille qui était un faire-valoir, là, son dernier combat. Là. Kim était à Cancun pour la voir se battre au mois de novembre, je pense qu'elle était allée faire son petit tour. C'était quand même, le titre n'était même pas en jeu. C'était même pas sanctionné. Le titre n'était même pas en jeu. C'était vraiment un combat de retour. Et Yesenia Gomez a eu une inactivité d'1 an. Elle fait ce combat de tune-up-là au mois de novembre. Après ça, Kim se blesse. C'est reporté. Ça doit avoir lieu en mars. On décide que c'est en mai. Et là, ben, au lieu d'être tout de suite au gym, elle prend une période pour faire la fête. Et ça, je peux le comprendre. Tout le monde peut avoir envie de faire la fête. Mais tu as un gros combat qui s'en vient. C'est une fille qui a déjà des défaites. C'est une fille qui a été championne du monde un peu par hasard, là, qui n'a pas le niveau pour être championne. Donc, pour moi, ça ne l'énerve pas trop d'avoir une 6e défaite à sa fiche. Puis elle va prendre la bourse d'Yvon Michel, puis elle va se payer un autre party de fête l'année prochaine. Oui, c'est ce que je pense aussi. Puis on verra, mais je pense que Kim, elle a une longueur d'avance présentement. Puis comme tu dis, Kim, elle a évolué. Je ne suis pas sûre que Yesenia est en évolution présentement. C'est mon sentir, là. C'est une opinion personnelle, mais ça risque d'être une guerre quand même. Alors, à suivre. En attendant, Mariela Ribera Valverde, la Bolivienne, va faire le travail pour lequel on la paye. Elle va venir ici. Elle va servir d'adversaire à Kim pour garder la forme. Voilà. Alors, voilà. Oh, là, c'est pas une grosse histoire. Là. Cette semaine, en fouillant, j'ai lu sur Regina Almec. Et là, je me suis dit, il faut que je t'en parle à toi. Okay? Mais tu la connaissais déjà. Là. C'est une boxeuse allemande, 54 victoires, 1 défaite, 1 combat nul. Elle était... je vais t'en parler, tu vas capoter. Championne du monde de kickboxing en 92, 93, 94. En 93, elle se lève un matin et elle se dit « Je suis tannée de travailler comme commis dans un bureau d'avocat. Je sac tout ça là et je m'en vais en boxe professionnelle. » Fait qu'elle fait quelques combats, un peu comme nos Québécois. Elle se bat 3-4 fois par année. Mais c'est une très belle madame, ça. Oui. Fait que... elle sort sa propre ligne de cosmétiques, puis elle modèle souvent dans des revues, puis c'est comme ça qu'elle se fait un peu connaître. Puis là, il y a un journaliste, un brillant, qui s'appelle Stephen Raab. Allez voir ça. Stéphane avec un F, Raab, R-A-A-B, qui va lui lancer un défi en disant la boxe féminine, c'est pas très sérieux. Tu sais. La vraie affaire, c'est les hommes. Mais c'est un gars qui est quand même en forme. Elle va le malmener. L'arbitre veut arrêter le combat, mais là, Raab, il dit hey, j'ai ma fierté, continue ça. Il va se faire casser le nez. Il va aller à la limite, mais je dis, elle l'a quasiment laissé pour mort dans le ring. Okay? Puis ça fait sa promo à elle. Il va même avoir un combat revanche. Puis après ce combat-là, elle devient populaire, surtout en Allemagne. Elle a une seule défaite contre Yvonne Trevino, mais c'est une coupure qu'elle a, je pense, c'est la lèvre à gauche. Puis là, il coupe le combat. Elle a un combat nul contre Elena Reed, qui est surnommée Baby Doll, une belle madame qui allait dans le ring. Puis ça m'a fait rire tout ça. Sa tune d'entrée, c'est un groupe de métal, puis la tune d'entrée est devenue bien populaire là-bas, un groupe métal. Mais là, c'est des infos que je t'avais prises, c'était pour toi, ça. 44 défenses de titre. Ben oui. Pas une ou deux, là. Elle a été championne dans 3 catégories de poids, mais 2 fois dans la même.
15 fois, 2 fois, 10 fois et 13 fois qu'elle a défendu ces 4 ceintures-là. Imagine. Et là, c'est intéressant. En 2016, elle a été classée 2e de tous les temps chez les femmes par le Ring Magazine. Et en 2014, et là, ça, j'ai pris en note parce que c'est un voyage qu'il va falloir que tu fasses absolument. Je ne sais pas si tu es déjà allé. À Vancouver, dans l'État de Washington, il y a le Hall of Fame de la boxe féminine. Mm-hmm. Elle a été intronisée dès la première année en 2014 et elle a été intronisée au Boxing Hall of Fame en 2021. Donc, ouais. c'est elle ça, rentrait en même temps que Holly Holmes. Ils ont été. C'est ça, c'était un bon timing. Elle fait partie de la dernière cohorte, dans le fond. Puis, tu sais, il faut remettre en contexte. Parce que si les gens vont googler puis voient ses combats, ils vont dire, mais elle affrontait personne. Hey, on est dans les années 90, début 2000. Il n'y a presque pas de boxe féminine. Il y a les adversaires. Tu sais, si présentement, chez les femmes, il y a eu une grosse progression, puis il y a de plus en plus d'adversaires, on n'arrête pas de le dire tout le temps qu'il y en a beaucoup moins que chez les hommes. Reculons, là, 25 ans en arrière. Là. Ben, Christelle Sanson, quand elle signe avec Yvon Michel en 2003, je pense. Même affaire. Elle assomme les 2 premières filles, puis elle fait comme... C'était comme même affaire. Comme j'avais affronté des femmes qui avaient trouvé à l'épicerie. Là, puis Christy Martin aussi. Christy Martin puis Regina Halmich, là, c'est des boxeuses, c'est des pionnières qui ont vraiment ouvert la voie aux petites jeunes d'aujourd'hui. Eux autres, là, il y avait de la visibilité médiatique, sont allés en chercher. Puis le fait que c'était les visages, la boxe. On l'a vu souvent dans le Ring Magazine, Regina Halmich, après le fameux combat de Battle of the Sexes contre le journaliste. Là. Regina est à l'Europe, parce que Christy Martin a été à la même époque en Amérique du Nord. C'est pour ça que je la connaissais moins, mais elle est très connue en Europe. Puis, c'est l'histoire de la boxe féminine d'une certaine manière. Il ne faut pas comparer, dire aujourd'hui, elle se ferait sacrer une volée. C'est pas ça. Si elle avait fait de la boxe aujourd'hui, elle aurait sûrement été meilleure aussi encore. Mais Maurice Richard patinait probablement moins vite qu'Ovechkin. Mais c'est ça, mais ça reste. Mais je ne suis pas un grand fan de cette comparaison-là des époques. Tu as dominé ton époque, tu as dominé ton époque. Après ça, comparer un avec l'autre, j'ai toujours trouvé que c'était un peu bozo, les gens qui se demandent est-ce que c'est Floyd ou Sugar Ray le meilleur, Léo Robinson? Ben, c'est sûr, si tu regardes les vidéos, Floyd a l'air d'avoir un peu plus de technique, mais il est arrivé 55 ans après. C'est dur à dire, mais c'est juste ça. Je voulais parler un peu de. Je voulais juste mentionner, puis je voulais surtout t'inviter à aller à Vancouver, mais dans le fond, tu connais On va aller voir ça. Ça a l'air intéressant. Je pense que c'est des voyages qu'on n'aura pas le choix de faire. Ça, je suis content que ce soit dans tes sujets. C'est vrai, je n'ai même pas regardé tes sujets à l'avance. Je voulais me garder un peu de magie. Clarisse Shields met en pièces le mystère Emma Cousin. Et dans la vie, que ce soit ton travail ou en boxe ou même en politique, il y a des gens qui polarisent. Il y a des gens qui ne laissent pas indifférents. Shields, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Puis moi, quand j'ai vu son combat contre Cousin, je me suis dit, Shields est allé chercher un niveau de plus. Oui. Elle est vraiment bonne, elle est précise. Puis là, j'ouvrais les médias sociaux. Il y avait la moitié du monde qui disait waouh, elle est géniale. Puis il y a l'autre moitié du monde qui disait Savannah Marshall va passer en 2 quarts, il va falloir ramasser les morceaux dans les estrades. Les gens, là, ils n'ont pas idée, Laurent, comment que Emma Cousin est bonne. C'est ça le problème. Ils ne connaissent pas Emma Cousin. Ils se disent c'est une no-name. Et ce n'est pas le cas. Emma Cousin, c'est une prospect de boxe. C'est une fille qui a des victoires. C'est une petite jeune. Là. Elle s'en va comme ça. Ça va être une championne du monde un jour, Emma Cousin. C'est pas parce qu'elle a perdu contre Shields qu'on débarrasse le plancher. Alors, elle avait une adversaire qui était solide en Emma Cousin, qui pouvait la faire travailler. Et Shields l'a dominé de bout en bout. Elle a fait exactement ce qu'elle a fait contre Marie-Ève Dicker. Elle a fait passer Cousin comme Dicker pour des filles qui étaient moins bonnes que ce qu'elles sont. Mais c'était une coche pire encore. J'ai trouvé que... Parce qu'elle dit qu'elle a pris ça de... Il me semble que j'ai lu ça quelque part, qu'elle a dit qu'elle a pris ça de Serrano, qu'elle voulait travailler plus au corps, même si finalement... Elle ne dit pas nécessairement pour aller chercher le corps. Je me suis juste dit, le corps, ça fait partie de l'être humain. Moi, travailler au corps aussi. Elle était moins en mode arrachage de tête, mais j'ai trouvé qu'elle n'a pas été capable d'aller chercher le corps, mais j'ai trouvé qu'il y a des fois, le round était complètement dominé, puis elle continuait. Quand elle attendait la cloche du 10 secondes,
Elle allait à l'intérieur, puis elle disait, cette fille-là me fera pas mal, moi, il en donnait 6 pour en recevoir un. J'ai même trouvé qu'elle jouait avec le danger, comme elle avait compris que le danger était minime de recevoir un one-punch knockout. Fait qu'elle s'est dit, à partir du moment que l'autre fille me fait pas mal, je vais aller changer du 6 pour 1, même aller un peu plus en mode danger puis spectacle sans toutefois obtenir le KO. Mais j'ai trouvé qu'on avait une version peut-être plus maligne qu'à l'habitude. Oui, puis elle est bonne pour imposer le tempo, Clarissa Shields. Hein? Elle commence là, puis elle feinte, puis elle jauge l'adversaire, elle teste la puissance de l'adversaire, puis après ça, elle ouvre la machine. Et ses combats sont en crescendo. Puis puis je déteste, Laurent, quand les gens disent qu'elle n'a pas de force de frappe. OK? Oui, elle n'a pas beaucoup de knock-out. C'est vrai, elle n'en a pas beaucoup, mais elle a de la force de frappe, Clarissa Shields, quand même. C'est juste que quand on est sur du 2 rounds, on ne peut pas comparer avec les gars. Tu sais, tu as des filles comme Savannah Marshall et Amanda Serrano qui sont capables en 2 minutes de faire des knockouts. Clarissa Shields, selon moi, c'est quelqu'un qui bénéficierait. C'est le choix des adversaires. Tu sais, elle aurait arrêté Ayala, mettons. Tu sais, oui. Elle s'est vraiment pas cassé le basic. Elle s'est cassé le basic. Elle passe ses pros contre Cruz de zone. Là. Elle fait toutes les meilleures. Toutes les meilleures, elle les fait. Elle a peur de rien. Si on compare la fiche de Savannah Marshall, elle n'a pas affronté grand monde, Savannah Marshall. Elle a affronté Maria Lindbergh en fin de carrière qui a su une semaine d'avis qu'elle avait un combat. Mouzeya qui avait une fiche gonflée. Ayala qui venait des 154, elle l'a pris à 168. Elle n'a pas eu de défi majeur. C'est facile de dire. Puis c'est vrai qu'elle a de la puissance, elle a de la force de frappe, Marshall. On n'y enlèvera pas ses KO. Ça reste qu'une 3e minute, des rounds de 3 minutes, c'est là qu'on verrait un bénéfice pour une Clarissa Shields. Elle serait probablement capable, en 3 minutes, de finir des adversaires plus coriaces. Ouais. Parce qu'on voit qu'elle est toujours à la limite. Elle dérange assez, elle fait mal, mais les rounds finissent trop tôt pour elle, pour qu'elle finisse le travail. Ça va être tout qu'un combat là, contre Savannah. J'ai 3 sous-questions par rapport au combat de Shields contre Cousin. Est-ce que, tu sais, il y a des combats de boxe où tu sais que Cousin ne pourra pas knocker Shields sur un one-punch. Puis, surtout après le 7e, elle était clairement dominée par recevoir beaucoup de coups. Ouais. C'était quoi l'intérêt de continuer le combat les 3 derniers rounds? Et l'arbitre aurait peut-être pu dire, regarde, t'es dominé, tu te fais frapper sévèrement. Moi, je pense qu'après 7, il y avait un jeu pour arrêter le combat. C'est sûr qu'elle était amochée. C'est sûr qu'il y a des arbitres qui auraient pu faire un arrêt de l'arbitre là-dessus. Elle ne reviendra pas. Le coin a une certaine responsabilité, je crois. Plus encore que l'arbitre, par contre. Moi, je trouve qu'il y a des coins qui ne réfléchissent pas à cet aspect. Parce qu'on parle d'une fille de 23 ans. Moi, je me dis, si tu arrêtes le combat au 7e, elle revient peut-être en juin. Si tu n'arrêtes pas le combat, elle revient peut-être jamais ou après un an. Je sais on l'a vu avec Amy Timlin il y a quelques mois de ça, une petite jeune aussi, que son coin avait arrêté le combat parce qu'elle se faisait trop maganer. Et c'est une fille qui a du talent, Amy Timlin. Donc, même principe pour Emma Cousin, qui est une jeune. Alors, elle n'a pas été si maganée que ça après 8, 9, 10. C'est vraiment le 7e qui a été le round où c'était d'une violence. Ma deuxième sous-question, mais c'est plus. Non, celle-là, c'est pas une sous-question, c'est juste rigoler. Je déteste pas, c'est peut-être parce que j'écoute beaucoup de lutte, puis c'est souvent un peu comme ça. Je déteste pas la promo, comment qu'elle est faite, où Savannah Marshall, un moment donné, dormait sur le bord du ring pendant que Shields se battait. C'est une bonne guerre. Mais est-ce que tu trouves que Shields, c'est ma deuxième sous-question, Shields gagnerait peut-être à se taire parce qu'elle veut faire du trash talk, mais elle n'est pas bonne. Tu sais, quand Savannah Marshall a dit « Oh, t'affrontes des enfants de 23 ans », elle dit « Je vais mopper le plancher avec ta tête ». Puis là, l'autre, elle répond « Je vais mopper le plancher avec ta tête toi aussi ». Comme, moi, si j'avais été Shields, j'aurais répondu à cette question-là. J'aurais dit « Ouais, ben, je ramasse tes restants, c'est toi qui as essayé de l'avoir, puis elle t'a toujours dit non. » Probablement parce que c'est ça. Non, mais ça prendrait quelqu'un pour écrire leur texte quand c'est ainsi. Oui, j'ai trouvé que c'était pas terrible. On oublie que Shields est jeune aussi. Ouais, Shields a le même âge que Leila Baudouin. Tantôt, on vient de dire que c'est une petite jeune. Leila Baudouin, Shields aussi, c'est une petite jeune. Elle a 1 an de plus que Leila. Alors, il y a un manque d'expérience sur ce plan-là. Clairement. Il y a une idolâtrie de Floyd Mayweather qui est
évidente aussi. Mais elle habite elle est née à quelques rues de chez eux. Ça, c'est quand même impressionnant. Qui part favori sur les sites de paris sportifs entre Marshalls et Shields? Si c'était toi l'experte, puis moi, je suis mise au jeu, je ne veux pas perdre d'argent, je mets qui favori? Ben, la plupart disent Marshall, mais moi, la plupart, c'est pas vrai. Marshall part en avance, mais la boxe est tellement populaire en Angleterre. Est-ce que c'est biaisé parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui donnent leur opinion? Je ne le sais pas. Moi, je mets Shields en décision. Sur le combat? Moi, le combat est en Angleterre. Est-ce que, ben, tu n'as peut-être pas la réponse, mais est-ce que dans le contrat, il faut que les juges soient internationaux? J'imagine qu'il va t'avoir toute une histoire avant le combat. Ouais. Selon moi, Shields a mis ses conditions. Oui, pour moi, c'est intéressant. Moi, j'ai dit Shields par décision unanime. J'ai parlé de ça à Kim Clavel, on l'a analysé, puis elle pense aussi que Shields va gagner par décision. Puis, quel combat qui t'intéresse le plus, celui-là ou Serrano contre Taylor? Moi, j'ai un penchant pour Shields contre Marshall. La puissance de la double olympienne, l'histoire des amateurs. Je dis, moi, je vais embarquer solide dans le buzz Shields contre Marshall. Il y a quelque chose, tu sais, puis je vais pas faire mon Régis Lévesque, là, mais blanc contre noir, tu sais, Angleterre contre Amérique du Nord. Tu sais, on dirait mais je te dirais, Irlande contre Porto Rico, ça aussi, c'est intéressant parce que les fans vont amener une terrible de dynamique. Ça va être un aréna half-and-half au Madison, ce qui ne sera pas le cas en Angleterre. Tu vas avoir des British puis quelques Américains. Alors, la foule va être du côté de Savannah. Hein? Tandis que là, au Madison Square Garden, ça va être half-and-half. Quand le père de Daniel Dynamite Dubois s'est cherché une maison pour arrêter d'être à loyer, nous, quand on cherche une maison, on cherche l'autoroute est-tu proche, il est où le CLSC? Le père de Daniel Dynamite Dubois cherchait il est où le gym, puis c'est qui les entraîneurs de qualité dans mon coin? Et c'est là qu'il a acheté la maison proche. Pourquoi? Prince Dubois, meilleur boxeur de 18 ans et moins peut-être au monde. Caroline Dubois, méga prospect. Daniel Dubois, son nom sa réputation n'est plus à faire. Donc, début professionnel pour Caroline Dubois dans ce qui pourrait être la plus grande famille de l'histoire d'Angleterre éventuellement. Je l'ai donc trouvée bonne, Laurent, dans son début pro. Elle était contre Vaida Massio-Kaité. C'est pas une grande boxeuse, mais c'est une fille qui est difficile à knocker. Alors, le but, c'était pas de faire des knockouts. Elle commençait tout de suite sur un 6 rounds. Elle est entrée sur Sweet Caroline. Écoute, en Angleterre, chez elle, il y a rien. Tu sais, quand tu veux acheter la foule en partant, là, en Angleterre, tu mets Sweet Caroline, c'est son ring walk. Elle est arrivée, son idole était en sous-carte de son idole, Clarissa Shields. Toutes les conditions étaient là pour voir vraiment ce que cette fille-là était capable de faire. Je l'ai trouvée bonne dans tout. C'est sûr qu'elle était nerveuse puis qu'il y avait de l'adaptation, mais il y a eu une belle progression là, dans son... il y a vraiment eu une belle progression dans son combat. On a vu qu'elle réussissait ses combinaisons, qu'elle était puissante, qu'elle était rapide. C'est une fille on voit qu'elle a un QI box. À suivre. Je veux pas qu'on ne s'éternisera pas tant que ça sur ça, mais je veux juste dire aux gens, ne pas oublier ce nom. On va en reparler dans des centaines de podcasts en ligne. Juste un fait intéressant, cette petite-là, quand elle a commencé, elle se déguisait en garçon. Elle allait au gym, puis elle ne voulait pas qu'on l'associe à une fille, fait qu'elle avait les cheveux courts, elle était jeune, puis elle se déguisait en garçon au gym, elle allait au même gym que son frère Daniel, puis tout ça. Puis lui, il savait, qu'elle s'était trouvé un autre nom et tout. Pour se faire rappeler, ça a été comme plusieurs mois, les gens pensaient que c'était un garçon, parce qu'elle ne voulait pas être traitée comme une fille dans le gym. Ça peut aller jusque-là, des fois, essayer de faire sa place. Hein. Je voulais juste le mentionner. Il y a un sujet vite, mais très intéressant pour nous. Ah oui, ça, c'était quelque chose. Natacha Jonas et Chris Nemus. Nemus a pris le combat vraiment à dernière minute parce que la tabarouette à Eva Piavkovska a encore été pas fiable. C'est l'histoire de sa vie. Elle a pogné la COVID. Elle n'est pas fiable. Puis là, c'est WBO vacant. Et c'est peut-être... moi, je suis un peu fâché parce que d'un côté... Dicker et Nemus n'ont jamais été capables d'organiser la revanche. Je me suis dit, si Nemus gagne, ce ne sera pas plus organisable. L'autre va avoir un effet de levier pour négocier qu'elle n'avait déjà pas. Tu sais, si tu n'es pas capable de négocier avec l'aspirante,
comment tu vas négocier avec la championne? Puis Jonas, mais tant mieux pour elle. Là, je veux dire, elle a magané Nemus qui était à la dernière minute, mais j'ai bien l'impression qu'elle pourrait se cacher que sa ceinture en Angleterre. Donc, mauvaise nouvelle pour Marie-Ève Dicker, le gain de Natacha Jonas. Moi, je ramène ça au Québec. Ben, c'est une très mauvaise nouvelle d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que là, présentement, on se ramasse avec 4 championnes en 154 livres d'Iker et qui a retrouvé son IBF. Puis là, on a Anna Rankin, Tasha Jonas et Patricia Bergold, l'Allemande. Les 3 autres, si on enlève d'Iker, c'est leur premier titre à vie. Alors là, ils veulent monnayer. Dicker reste la numéro 1. Même Ring Magazine vient de sortir son classement. Puis number 1 Ring Magazine, ils ont mis Tasha Jonas 4e Ring Magazine, imagine. Alors là, ouais. Alors, tu as Dicker qui est la plus forte, donc qui met à risque directement leur titre si chèrement gagné et si récemment gagné. Avec ces 3 filles-là, je ferais patienter Dicker le plus possible. Pourquoi tu rends, à moins qu'on sorte l'argent puis les grosses conditions pour unifier. Rankin, clairement, n'a pas l'intention d'unifier contre Marie-Ève Dicker à court terme. Là, c'est de voir combien ces filles-là peuvent vendre. Tu sais, moi, ce qui va m'intéresser, c'est comme Natacha, Anna Rankin, que tu viens de parler, la championne WBA, elle a négocié avec Yvon Michel. Ben, Yvon Michel essayait de négocier avec eux. Il disait qu'il y avait de l'intérêt pour avril. Puis finalement, elle survit, puis elle va affronter Alessandra Ayala, qu'on a vu 2 fois au Québec. Victoire de Marie-Ève en 10 et 8 rondes. Donc, Marie-Ève a gagné les 18 rondes. 18-0. Okay? Cette fille-là s'en va en championnat du monde. Mais si Anna Rankin, elle vend des billets, puis elle remplit l'aréna, je vous annonce qu'on est dans le trouble parce que là, elle va essayer d'étirer son règne le plus longtemps. Jonas, si elle a un gros contrat là-bas en Angleterre, puis qu'elle mette en quart de finale ou en demi-finale sur des gros shows, puis elle est bien contente, elle affronte tout ce qui bouge à 154, on va avoir un problème. Mais c'est de voir est-ce que le promoteur peut rentabiliser ces ceintures-là. S'il n'est pas capable, il va finir par prendre le combat d'unification avec Dicker. Rankin, d'habitude, elle se bat sur Fight Zone TV. Là. Voilà. Elle n'a pas un gros promoteur. Bergold n'a pas de promoteur majeur non plus. Par contre, Jonas est chez Boxer. Alors, Boxer, on sait qu'ils sont capables d'armer des belles cartes. Hein, ils peuvent le faire. Bon, être Marie-Ève Dicker, si ça aboutit pas vite, je pense que je me tannerais puis je descendrais à 147 livres. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'à 147 livres, les ceintures soient vacantes très rapidement. Je m'attends à ce que notre Jessica McCaskill nationale aux États-Unis, la reine de Chicago, laisse ses ceintures, abandonne ses ceintures peut-être d'ici 12 mois. Oui, c'est mon guess. Pourquoi? Parce que là, elle a 2 opportunités de faire comme Clarissa Shields et d'être undisputed dans 2 catégories. Elle a été undisputed à 147, elle s'ennuie. Son coach le dit, je m'emmerde. Elle s'emmerde en 147, elle a fait le tour pas mal. On le sait que 147 n'est pas très riche en boxeuse. Là, à 140 juste en dessous, tu vas avoir la reine du Road to Undisputed. Ça va être Chantel Cameron ou Kelly Reese d'ici la fin de l'année, probablement en juin. Après ça, en 135 livres, tu vas avoir la gagnante de Serrano contre Taylor. On sait qu'elle est capable de faire du 135 livres. Elle s'est déjà pris contre Taylor. Elle veut un rematch. Et elle a dit clairement qu'elle voulait avoir une chance autant contre la gagnante du Road to Undisputed que du combat Serrano-Taylor. Moi, je crois qu'à son âge, elle a quoi, 39 ans? Elle va laisser ses ceintures et va essayer de passer à l'histoire parce que présentement, elle n'est pas, même si elle est undisputed, même si elle a battu Breakers 2 fois, elle n'a pas marqué l'histoire tant que ça dans sa catégorie. Là. Il pourrait avoir un effet domino, puis là, finalement, Marie-Ève se bat contre Bracus, mais à 147 livres. Il pourrait avoir... tout est ouvert. Il y a quelque chose que je veux te parler, puis moi, j'aime beaucoup la boxe, mais je déteste pas le lobbying autour, puis des fois, des choses qui apparaissent, puis des choses qui sont apparues. Chez les femmes, ça existe plus souvent. Il ne faut peut-être pas que j'allume trop mes feux de signalisation, mais Marie-Ève Dicker est quand même classée aspirante numéro 1 à la WBA, puis au titre d'Anna Rankin, ce qui est pas anodin. Quand une championne se ramasse classée numéro 1 à côté, souvent, c'est à la demande du promoteur qui veut forcer un appel d'offres. Tu sais, la WBA va dire... tu affrontes ton aspirante obligatoire. Elle va dire, j'en ai pas, vous avez mis l'autre championne. T'en as une, c'est elle. Est-ce que ça pourrait être
une tactique d'Yvon pour peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, forcer le combat d'unification? D'ici la fin de l'année, je dirais. Marie-Ève a déjà dit en entrevue qu'elle allait boxer probablement boxe en avril, je crois, au Casino. Mais après ça, elle a des projets et je crois qu'elle ne la verra pas cet été. Info privilégié pour toi, OK. Marie-Ève Dicker n'a pas l'intention de boxer si ce n'est pas un combat important. Ça se peut que si le promoteur n'est pas capable de dire c'est un combat d'unification ou c'est telle fille qui est une ancienne championne, mettons, à 140, exemple, mettons, Cécilia qui monterait à 154, puis on fait un gros choix à TV, ça se peut que si elle n'est pas satisfaite, que ce soit juste remis. Juste pour revenir vite sur Nemus, je trouve ça triste en même temps. Nemus a su, dans le fond, le jeudi de la semaine d'avant, ça a été annoncé qu'elle remplaçait Piatkowska. Je lui ai parlé à Nemus, je lui ai fait un petit je l'ai pas appelé, je lui ai chatté un peu, puis elle m'a dit, j'ai dit, t'as su ça quand? Elle a dit, je l'ai su mardi soir, on me l'a offert mardi soir, et mercredi matin, c'était sanctionné. Donc, à 10 jours de problème, ça fait 2 ans qu'elle refuse des combats. À 10 jours de vie, avec 18 mois d'inactivité, ça donne ce que ça a donné. Tant pis. Mais juste à se battre. Pourquoi qu'elle est restée 18 mois inactive et il n'y avait pas personne qui téléphonait? Je ne sais pas. Elle n'a plus d'agent. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais clairement, puis je parlais de ça avec une fille d'Argentine, une podcasteuse argentine, puis elle me disait, c'est là qu'on voit que la boxe féminine a évolué. Hein. Elle a vraiment évolué beaucoup parce qu'il y a 5-6 ans de ça, avoir un gros cœur, puis des habiletés techniques correctes, tu pouvais gagner une ceinture ou avoir un combat de championnat. On parle de Nemus qui a déjà été championne, mais que Marie-Ève a déclassé en combat de championnat en 2018. Si on recule en 2018, c'est à peu près ça, il y a 4-5 ans, ça pouvait être suffisant. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus juste gagner avec un cœur. On voit là, déjà là, qu'on est rendu ailleurs, qu'il y a beaucoup de pression, que les filles qui sont bonnes sont prêtes à changer de catégorie. Alors, notons ça, l'évolution est là. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets. Oui, on a fait le tour. Écoute, ça fait 1h01 au compteur, c'est parfait. Beaucoup de choses, beaucoup de combats à surveiller. La scène locale va déborder. En conclusion, c'est quoi, toi, je sais que tu n'arrêtes jamais de travailler. Quelle entrevue tu vas nous sortir là, dans les prochaines semaines? Je vais avoir Dina Torsloun sous peu, Marie-Pierre Houle aussi. Ça, je vais te parler de celles-là que je sais qu'ils sont dans la poche. Alors, Dina Torsloun est la championne des poids coqs, la reine des poids coqs, et Marie-Pierre Houle sous peu. Parfait, et on suit le combat de Martine Vallière-Bisson jeudi prochain sur Punching Grace. Yes. Bye. Bye.